Depuis l'Antiquité, les dieux ont créé des monstres appelés R pour ravager le monde. L'humanité a dû lutter désespérément contre ces créatures, mais leurs armes primitives pouvaient à peine infliger des dégâts. Cependant, chaque fois qu'une force violente émergeait pour menacer le monde, des individus capables de la vaincre apparaissait également, et cet homme en faisait partie. Il a sauté directement d'en haut et a ordonné à son camarade de passer en mode combat. La fille là-haut s'est soudainement transformée en une forme ressemblant à une déesse, puis a aidé l'homme dans son ascension, gelant toute la zone environnante. Le monstre lançait des pierres sur lui, mais d'un simple coup d'épée, il a créé une force glaciale qui a transformé les pierres et le monstre lui-même en glace. Il luttait pour se libérer, et alors qu'il avançait pour attaquer, l'homme a immédiatement sauté et a asséné un coup à sa tête. Ensuite, l'intrigue principale de l'histoire a officiellement commencé. Dans une grande forteresse, une fille était retenue captive. Profitant de l'inattention des gardes, elle a ouvert la porte de la prison et s'est échappée. L'ensemble de la forteresse s'est rapidement mobilisé pour la rattraper, car elle était l'un de leurs sujets d'essai. N'ayant nulle part où fuir, elle a été forcée de sauter directement dans la mer. Elle a ensuite nagé jusqu'à un bateau et a rencontré le protagoniste principal, Jiro, le propriétaire du navire, qui passait ses journées à boire. La fille a demandé sa permission avant de se précipiter directement en ville. Peu après, les gardes sont arrivés et ont demandé à Jiro s'il avait vu une fille habillée en noir passer par là. Il a pointé vers la ville, les incitant à faire un rapport à leur commandant. Pendant ce temps, la fille courait à travers la ville quand elle a accidentellement heurté une vieille femme, abîmant ses fleurs. La fille sortit un tas d'or pour la dédommager, mais la femme ne prit qu'une seule pièce. Voyant que la fille avait l'air affamée, la femme se présenta sous le nom de Kumi et lui demanda son prénom. La fille a hésité, alors Kumi l'a ramenée chez elle. Les gardes sont passés plus tard, mais à ce moment-là, c'était trop tard car Kumi avait déjà emmené la fille. Les soldats sont ensuite revenus pour informer leur commandant, Masami, que le sujet d'essai s'était encore échappé. Masami leur a ordonné d'utiliser tous les moyens nécessaires pour la ramener, même les méthodes les plus violentes. Il a ensuite pris un médicament de couleur bleue pour rester éveillé pour son travail, mais il semblait qu'en plus de la privation de sommeil, il avait aussi des problèmes mentaux. Entre-temps, Kumi a donné à la fille un ensemble de vêtements à porter. Après l'avoir remerciée, la fille est partie. Le lendemain matin, Jiro est arrivé en ville. Alors qu'il passait devant une jeune vendeuse de rue, elle l'a reconnu comme quelqu'un qui semblait avoir été un chasseur de monstres. Cependant, il a demandé s'il y avait un moyen de gagner de l'argent dans cet endroit. La fille l'a dirigé vers la chasse aux monstres de la ville prévue pour l'après-midi, où des récompenses étaient distribuées en fonction du nombre de participants. Cependant, si quelqu'un mourait, la guilde des chasseurs ne prendrait pas de responsabilité. Elle a remarqué que Jiro semblait avoir perdu l'esprit d'un chasseur. Ensuite, elle a continué à monter son stand pour vendre des marchandises. En même temps, la fille aux cheveux roses passait par là. Le vendeur de rue en a profité pour présenter ses marchandises. Elle a expliqué que cette ville prospérait grâce à la chasse aux monstres et autres grandes créatures. Malgré les dégâts que ces créatures causaient à la ville et à ses habitants, leur viande et leur graisse avaient une grande valeur, ce qui a conduit à l'émergence de la profession de chasseur de monstres. La fille aux cheveux roses s'est intéressée à une bague en forme de chat, et le vendeur a expliqué que c'était une bague de fiançailles réputée être un artefact de guidage capable de sauver le monde des monstres. Cependant, pour l'utiliser, il fallait conclure un contrat avec quelqu'un d'autre. Une fois le contrat rempli, le porteur voyait sa force vitale drainée, ce qui en faisait essentiellement un anneau maudit. La fille aux cheveux roses a accidentellement mis la bague, laissant le vendeur sans autre choix que d'insister pour qu'elle l'achète. Pendant ce temps, Jiro est arrivé à l'événement de chasse. Comme il a utilisé un pseudonyme peu impressionnant, les gens ont supposé qu'il était un homme ordinaire, incapable de faire quoi que ce soit de remarquable. L'histoire s'est ensuite déplacée vers la capitale impériale, où la guerrière Tsurugi rencontrait le conseil et le roi. Elle a demandé à diviser l'armée pour protéger la population des monstres, mais le conseil a refusé, insistant sur le fait qu'il devait concentrer toutes les forces militaires autour du centre impérial pour ne défendre que cette zone. Revenons à l'expédition des chasseurs. Le monstre cette fois semblait être un sanglier colossal avec 2 défenses,
semblables à des forêts qui pouvaient s'étendre pour percer la roche et consommer les minéraux à l'intérieur. Les chasseurs ont commencé à attirer la créature vers les murs de la ville. Toute la ville a été immédiatement informée que le monstre approchait. Les 3 chasseurs chargés de la mission l'ont accompli, mais l'un d'eux a été projeté contre le mur par la charge du monstre. Depuis le sommet du mur, Jiro a dû sauter. Il a lancé une lance pour bloquer les charges du sanglier avant de se précipiter pour sauver le chasseur blessé. Une fois qu'il a réussi à sauver l'homme, les chasseurs ont rapidement tiré des flèches explosives pour abattre le monstre. La bête a finalement été vaincue et Masami a remarqué les actions de Jiro de manière inattendue. Ce soir-là, la ville a organisé un festival pour célébrer la chasse réussie. Le chasseur que Jiro avait sauvé a pris la parole pour l'honorer et lui a donné le surnom d'Éclair. Plus tard dans la nuit, Masami est soudainement venu voir Jiro. Jiro a demandé ce que le commandant impérial voulait de lui, à quoi Masami a mystérieusement laissé entendre que Jiro était autrefois un guerrier possédant le pouvoir de combattre les monstres. Cependant, Jiro a rejeté cela comme une erreur d'identité et est parti, loin. Pendant ce temps, la fille aux cheveux roses et le jeune vendeur ambulant rentraient de chez eux. La marchande de rue a décidé de laisser la fille aux cheveux roses rester chez elle un moment. Soudain, une rafale de vent a emporté le chapeau de la fille aux cheveux roses, dévoilant son visage aux soldats qui ont immédiatement commencé à la poursuivre. Elle s'est enfuie vers le port, mais a été frappée par une flèche de façon inattendue. Au même moment, les gardes de la ville ont découvert un monstre qui entrait dans la ville. Les soldats ont alors remarqué une aura sombre émanant de la fille aux cheveux roses, ce qui a réduit 2 archers en cendres. À cet instant précis, l'épée que Jiro avait rangée chez lui a commencé à bouger d'elle-même. Curieux, il est sorti et a vu la fille aux cheveux roses briller, ce qui lui a rappelé un ancien camarade. Il a réalisé que ce qui se passait était l'activation d'une malédiction. Alors que le monstre dévastait la ville, les soldats se concentraient sur la capture de la fille plutôt que de faire face à la menace immédiate. Jiro s'est précipité, tranchant à travers les flèches arrivantes avant de saisir la fille et de plonger dans la mer. Tandis qu'il s'immergeait, il tendit la main pour invoquer son arme et l'embrassa sur le front. Il a demandé son identité, à quoi elle a répondu qu'elle était l'expérience numéro 22. Cependant, elle a ensuite décidé de prendre le nom Kiyomi de la vieille femme qui l'avait aidée. Jiro avait beaucoup de questions pour elle, mais pour l'instant, arrêter le monstre était la priorité. Jiro et Kiyomi sont entrés en mode combat et ont combiné leurs pouvoirs. À ce moment, l'histoire a exploré plus profondément le passé, révélant que les dieux avaient créé la Terre, mais que l'humanité la leur avait volée. En conséquence, les dieux ont invoqué des bêtes monstrueuses pour punir l'humanité, et en réponse, les humains ont fait appel au pouvoir des dieux pour riposter. Jiro est alors sorti de l'eau, ses cheveux brillants et son épée transformée en lance. Kiyomi a demandé ce qu'elle devait faire pendant le combat, car c'était sa première expérience d'une telle bataille. Jiro lui a simplement dit de rester silencieuse. Puis il a avancé et a frappé, renversant le monstre. Les deux ont continué leur combat acharné, mais Jiro a vite compris que le corps du monstre était trop dur pour être percé. Il a été rapidement attrapé par la créature, mais avant qu'elle puisse l'achever, quelque chose a attiré son attention de manière inattendue, la poussant à le jeter de côté. Kiyomi a demandé s'il allait bien et Jiro a minimisé la situation, plaisantant qu'il avait simplement trop bu cette nuit-là. Jiro reprit son équilibre, se lança sur le monstre et lui coupa un bras. Cependant, la bête ne montrait aucun signe d'arrêt, poussant Kiyomi à spéculer que son point faible pourrait être l'œil au centre de sa tête. Jiro décida de suivre son intuition. Il grimpa sur le bras du monstre, puis se jeta en avant, enfonçant sa lance dans son œil. Il agrandit ensuite l'arme, transperçant le corps de la créature. Le monstre cessa tout mouvement et s'effondra. Jiro, ayant épuisé son énergie, perdit également connaissance à ses côtés. Kiyomi ne savait pas ce qui était arrivé à Jiro quand la jeune vendeuse ambulante est apparue. Elle s'est présentée comme Miya et a dit qu'elle emmènerait Jiro dans un endroit où il traitait des patients spéciaux comme lui. Le lendemain matin, Muzanmi est arrivé sur les lieux. Après avoir analysé les cendres laissées derrière, il a déduit que Kiyomi avait réussi à libérer un type d'aura capable de transformer les humains en poussière au contact. Lorsque des monstres inhalent cette aura,
ils deviennent agités et attirés vers elle. Muzanmi a rapidement été informé qu'un guerrier avait pris Kiyomi et même tué le monstre qui saccageait la ville. Sachant que le guerrier devait être blessé après la bataille, il a ordonné aux soldats de fouiller chaque recoin de la ville. Pendant ce temps, les habitants de la ville étaient occupés à réparer les murs de la ville, tandis que Kiyomi et Miya allaient tranquillement au marché pour faire des courses. Kiyomi a été excitée en voyant un type de pâtisserie et s'est précipitée pour l'acheter, mais Miya lui a conseillé de ne pas se faire remarquer car elle était toujours une fugitive recherchée. Miya voulait également se dépêcher de rentrer car Jiro allait probablement se réveiller. En plus de reconstruire les murs, les villageois ont également commencé le rituel pour traiter le cadavre du monstre. Pendant ce temps, Jiro se remémorait des souvenirs d'il y a 5 ans lorsqu'il, son partenaire et 2 camarades se battaient contre d'innombrables monstres. À cause de la même malédiction que Kiyomi avait utilisée la nuit précédente, son partenaire avait perdu la vie. Ses camarades l'avaient exhorté à l'abandonner et à s'échapper, mais il avait refusé. Jiro s'est soudain réveillé, seulement pour entendre Miya parler de comment son baiser sur le front de Kiyomi était essentiellement une demande en mariage. Il s'est immédiatement précipité dehors, s'exclamant qu'il n'était pas un lolicon et qu'il n'y avait pas de mariage en cours. Il a insisté que ce qu'il avait réalisé était un rituel contractuel. Il a expliqué que Kiyomi était connue comme une porteuse du pouvoir des dieux, une force énorme qui, si elle n'était pas contrôlée, libérerait une aura qui attirerait les monstres et anéantirait tout autour. C'est exactement pourquoi des guerriers comme lui existaient, servant de récipients pour contenir le pouvoir des dieux. Ensuite, Jiro a demandé pourquoi les soldats en avaient après Kiyomi, mais elle n'a pas pu répondre. Ne voulant plus être impliquée dans la cause du guerrier, il lui a dit de trouver un autre guerrier et est parti, lui conseillant de ne pas rester en ville trop longtemps. Cependant, Miya avait un plan. Avant la tombée de la nuit, elle était sûre que Jiro reviendrait récupérer l'arme qu'il avait laissée derrière. De plus, trouver un autre guerrier dans le monde n'était pas une tâche facile, alors ils ont dû le faire accompagner. Kiyomi avait également une affection croissante pour Jiro, notant qu'il était agréable et chaleureux. Parfum. Ce soir-là, Miya a emmené Kumi dans une taverne pour un repas. De manière inattendue, Kumi a rencontré la vieille femme qui lui avait donné le nom. Kumi. Cependant, des soldats sont rapidement arrivés après avoir reçu des rapports indiquant que leur sujet d'expérience était présent. Certains clients de la taverne ont exprimé leur mécontentement face aux soldats qui causaient des problèmes. Kumi a essayé de se cacher sous une table, mais a été rapidement découvert. La femme âgée est intervenue pour la protéger, mais Kumi ne voulait pas lui causer de problème et s'est enfuie dehors. Soudain, son aura s'est enflammée, réduisant en cendres un soldat qu'elle a touché. Miya a dû la frapper jusqu'à l'inconscience avant qu'elle ne puisse causer plus de dégâts. Miya et Kumi se sont finalement laissés capturer. Masami a rapidement appris que Kumi avait été récupéré et qu'un seul soldat était mort. Pour éviter des troubles inutiles, Masami a ordonné que la mort du soldat soit dissimulée. Pendant ce temps, Jiro rangeait son bateau quand il remarqua que son arme avait disparu. Dans leur cellule de prison, Miya et Kumi virent l'arme léviter et réalisèrent que Jiro avait commencé à la chercher. Ne sachant pas où était son arme, Jiro se rendit d'abord chez Maya, mais elle et Kumi n'y étaient pas. En cherchant à travers la ville, il a rencontré par hasard la vieille femme qui l'a informé que les 2 filles avaient été emmenées par les soldats. Elle lui a également donné des fruits qui pouvaient restaurer la force d'un guerrier. Jiro les a acceptés et est parti rapidement. Cette nuit-là, Jiro rôdait autour du navire militaire et a confirmé que les 2 filles y étaient retenues. Il a rapidement interrogé un garde, l'a assommé et a commencé à les chercher. Il les a rapidement trouvés et libérés. Après avoir récupéré son arme, Jiro a commencé à partir, faisant croire aux 2 filles qu'il les abandonnait. Cependant, il leur a soudainement ordonné de le suivre. Les soldats ont rapidement remarqué leur fuite et les ont entourés. Masami a également été pris par surprise par la rapidité avec laquelle Jiro était revenu à sa vraie forme. Jiro a ensuite dit aux 2 filles de s'accrocher à son arme avant de sauter directement dans la mer. La lance s'est envolée dans les airs, les entraînant tous les 3 avec elle. Les 3 sont retournés au bateau de Jiro. Il a demandé à Miya de démarrer et de diriger le bateau pendant que lui et Kumi travaillaient ensemble pour semer les soldats à leur trousse. Puis, en unissant leurs forces, Jiro et Kumi ont lancé une attaque directe sur le navire militaire, perçant sa coque et le coulant. N'ayant plus d'autre choix, Jiro était maintenant obligé d'accompagner Miya et Kumi,
car tous les trois étaient officiellement devenus des fugitifs recherchés par l'armée. Après avoir réparé le bateau, Jiro voulait partir pour la prochaine ville dès que possible. Le lendemain matin, le bateau militaire était réparé et Masami a rencontré 2 capitaines, leur donnant l'ordre de retourner avec lui pour reprendre les recherches. Pour l'instant, la poursuite de Kumi était temporairement interrompue. Pendant ce temps, le groupe de Jiro a continué leur voyage vers la ville suivante. Jiro a demandé à Mia si elle prenait un chemin caché et elle a confirmé qu'elle suivait ses instructions. Utiliser les routes principales garantirait leur capture. C'était aussi la première fois que Kumi voyait la pluie. Soudain, Mia arrêta le navire, incitant Jiro à sortir et à enquêter. Ils tombèrent bientôt sur un ravin massif. Mia expliqua qu'en raison des pluies fréquentes dans cette région, les vallées étaient devenues extrêmement développé. Cependant, l'accumulation excessive d'eau de pluie a entraîné la formation de ce ravin pour permettre à l'eau de s'écouler en dessous. Comme leur navire ne pouvait pas traverser le ravin, ils n'avaient pas d'autre choix que d'attendre quelques jours que la pluie s'arrête et que le ravin se referme naturellement. Cependant, Jiro leur a rappelé qu'ils n'avaient pas assez de provisions pour attendre plusieurs jours. Mia, imperturbable, a soudainement annoncé qu'elle avait un plan. Elle a dirigé le navire vers un village de hommes-bêtes. Jiro s'inquiétait de savoir s'il serait bien accueilli, mais Mia l'a rassuré. Elle s'est ensuite approchée d'un homme à l'air redoutable et a laissé échapper un bruit semblable à celui d'un chat. Derrière l'homme, une autre personne est apparue, quelqu'un qui ressemblait à Mia, mais avec un chien perché sur la tête. Les deux ne se connaissaient pas, mais Mia a réussi à obtenir la permission pour que le groupe reste un moment. Les enfants du village sont rapidement sortis pour jouer avec Kumi et Jiro, mais Jiro les a sévèrement réprimandés, ce qui a incité Kumi à les emmener ailleurs. En jouant avec les enfants, Kumi a été invitée à participer à un jeu de corde à sauter. Bien qu'elle ait été un peu maladroite au début et soit tombée, elle a remarqué qu'une fille s'était éloignée des autres. Pendant ce temps, les 2 capitaines militaires, l'un gros et l'autre maigre, ont repéré un monstre ressemblant à une baleine dans la mer. D'après ce qu'ils savaient, les monstres marins n'attaquaient généralement pas les humains comme ceux sur Terre le faisaient. Cela les a laissés se demander quelle était la différence clé entre les 2 types. Ils ont également discuté de la façon dont Masami semblait ne plus vouloir poursuivre Kumi. Le capitaine corpulent remarqua que s'il était à la place de Masami, il ne voudrait pas non plus affronter Jiro. Cependant, il restait incertain si Masami avait vraiment renoncé à Kumi. De retour au village, Jiro a demandé à Mia à propos de la fille avec le chien sur la tête, mais Mia a simplement dit que c'était un secret. Kumi est vite revenu pour dîner avec le groupe. Après avoir mangé, Jiro a demandé s'il pouvait chasser dans la région. Mais avant que quelqu'un ne puisse répondre, un chasseur nommé Deagle est apparu et l'a mis en garde contre cela. Deagle a expliqué que les bêtes dans cette région étaient bien plus dangereuses que celles d'ailleurs. Juste à ce moment-là, un jeune homme est arrivé demandant à devenir l'apprenti de Deagle. Deagle a refusé, alors le jeune homme a plutôt demandé à apprendre l'escrime. Deagle a promis de lui enseigner à son retour de sa mission, puis Kumi a ensuite demandé à Jiro si Deagle était fort. Et Jiro a répondu distraitement qu'il était très fort. En entendant cela, Kumi s'est immédiatement enfui, laissant Mia visiblement irritée par Jiro. En se promenant, Kumi a rencontré la même fille qui s'était éloignée plus tôt. La fille essayait d'attraper des lucioles sur un arbre, mais elle est accidentellement tombée. De manière inattendue, le jeune homme qui avait suivi Deagle est arrivé juste à temps pour la rattraper. Voyant que ses mains étaient égratignées, Kumi a bandé ses blessures. La fille la remercia avant de partir rapidement. Le jeune homme s'est présenté comme étant marin, tandis que la fille s'appelait Dilly. Bien qu'ils vivent ensemble, ils ne sont pas réellement frères et sœurs. Marin a expliqué que dans la tribu des hommes-bêtes, les liens du sang n'étaient pas particulièrement importants. Le simple fait de vivre ensemble faisait d'eux une famille. Son objectif était de devenir un guerrier des dieux pour protéger le village des monstres. Et il avait choisi Deagle comme modèle idéal en raison de sa force. Pendant ce temps, Mia a demandé à Jiro s'il n'avait vraiment pas l'intention de se battre à nouveau, car il était indéniable que les monstres avaient récemment gagné en puissance. Cependant, Jiro n'avait aucune envie de chasser, surtout dans ce village,
craignant que les villageois fassent des histoires d'avoir un guerrier des dieux parmi eux. Mia accepta à contre-cœur car il semblait que Diegel avait déjà sondé la force de Jiro plus tôt. À ce moment-là, Diegel et son groupe de chasse étaient en train de se battre avec plusieurs monstres ressemblant à des éléphants. Diegel a bloqué le chemin du monstre de tête avant de le projeter au sol, permettant aux chasseurs de tirer leurs flèches. Cependant, à ce moment-là, ils ont rencontré une autre créature semblable à un éléphant, celle-ci avec des yeux rouges brillants. De retour au village, Marin cherchait Dilly, mais ne pouvait pas la trouver nulle part. Craignant qu'elle ne se soit éloignée du village pour jouer, il partit précipitamment à sa recherche. Soudain, la nouvelle du monstre aux yeux rouges atteignit le village. Kumi se précipita pour informer Jiro, qui alla immédiatement évaluer la situation pour ne trouver que Diegel revenant blessé avec le groupe de chasseurs. Kumi a ensuite informé le chef du village que Dilly avait disparu. Personne dans le village ne savait où elle était allée, mais juste à ce moment-là, Dilly est soudainement apparue avec l'épée de Marin. Elle avait apporté l'épée pour la donner à Kumi, ayant remarqué que Kumi semblait troublé par quelque chose. Cependant, Kumi a refusé l'épée et le chef du village a conseillé à Dilly de la rendre à Marin. Le chef a également révélé que Dilly était une enfant rare dans le village. Elle possédait la capacité de lire dans les pensées des autres. C'est seulement à ce moment-là que Diegel s'est rendu compte que Marin était introuvable. Kumi a mentionné que Marin était parti dans la forêt à la recherche de Dilly, incitant le village à se mobiliser pour le retrouver. Cependant, à ce moment-là, Marin était déjà poursuivi par le monstre éléphant aux yeux rouges et s'est vite rendu compte qu'il avait oublié de prendre son épée. N'ayant pas d'autre choix, Jiro a été contraint d'agir. Il a ordonné à Mia de préparer le navire pour une fuite rapide, s'assurant qu'il se concentrerait uniquement sur le sauvetage de Marin, plutôt que d'affronter le monstre aux yeux rouges dans un combat. Marin a trébuché et est tombé juste devant l'éléphant aux yeux rouges, forçant Jiro à se précipiter pour le sauver. Il a dit à Marin de se retirer, mais le monstre a soudainement fait pousser des appendices semblables à des tentacules et a attaqué Jiro. Ne voulant pas perdre plus de temps, Jiro s'est fusionné avec Kumi à contre-cœur pour se battre. Il a esquivé rapidement les attaques de tentacules, puis a avancé pour planter sa lance dans l'œil du monstre avant d'activer une capacité d'expansion pour le finir. Cependant, Marin avait été témoin de la transformation de Jiro en guerrier des dieux. Jiro lui ordonna de retourner au village et lui interdit de dire un mot sur ce qu'il avait vu. Après le départ de Jiro, Diegel et les villageois sont arrivés. Bien qu'ils ne sachent pas qui avait tué le monstre aux yeux rouges, Diegel avait une idée. Il a dit à Marin d'aller exprimer sa gratitude, ce que Marin a fait rapidement. À ce moment-là, le groupe de Jiro a réalisé que le ravin n'avait pas encore été refermé. Marin les a rattrapés et a insisté pour rembourser Jiro d'avoir sauvé sa vie, jurant de protéger son secret à tout prix. Le groupe est ensuite retourné au village. Et cette fois, Jiro n'a plus objecté lorsque les enfants du village s'accrochaient à lui. Il ne les grondait plus. Pendant ce temps, Tsurukei, une guerrière de l'Empire, recevait continuellement des rapports de monstres aux yeux rouges apparaissant les uns après les autres, la laissant incertaine sur ce qui se passait. Quelques jours plus tard, le groupe de Jiro était toujours dans le village des hommes bêtes. Jiro passait son temps à jouer avec les villageois, tandis que Kumiye mangeait sans faim au grand désarroi de Mia. Ils profitaient tous les deux alors qu'elle payait pour tout. Kumi décida qu'elle devait faire quelque chose pour rembourser Mia. Cependant, avant qu'elle ne puisse agir, Jiro est arrivé en courant et a déclaré que cette fois, il inviterait les deux filles à un repas. Mia a demandé où il avait trouvé l'argent et Jiro a révélé avec orgueil son atout précieux. Il avait triché au jeu ces derniers jours. Il a soutenu que comme personne n'avait été blessé, c'était correct. Juste à ce moment-là, une femme bête lapin est entrée de manière inattendue dans le restaurant. Les autres villageois semblaient lui manifester une certaine hostilité, mais Kumi l'a approché comme un membre du personnel, lui offrant une serviette pour sécher ses cheveux et lui demandant avec curiosité le contenu de sa valise. La fille a révélé que sa valise contenait des herbes médicinales et s'est présentée comme Rona, une docteure itinérante qui soignait les gens partout où elle allait. Elle a ensuite demandé à Kumi si elle était ici seule, seulement pour remarquer Jiro et Mia assis à proximité. En s'approchant d'eux, Rona a invité Jiro à un match de paris et il a accepté jouer. Cependant, avant longtemps, Rona avait complètement vidé les poches de Jiro. Pourtant, avec l'esprit d'un vrai joueur,
Jiro était déterminé à récupérer ses pertes. Il a placé sa dernière pièce sur la table, mais Rona a refusé de jouer avec quelqu'un qui n'avait plus d'argent. Au lieu de cela, elle a exigé que Jiro parie Kyumi. S'il perdait, il devrait lui remettre Kyumi. Cependant, Jiro a convoqué son arme et l'a mise comme pari à la place. Ce tournant inattendu des événements a rapidement conduit à un malentendu. Rona avait supposé que Jiro était un trafiquant d'êtres humains et essayait de sauver Kyumi de lui. Jiro a réalisé que, comme d'habitude, le problème venait de Kyumi. Mais Mia a souligné que le vrai problème était le visage de Jiro. Cela le faisait ressembler exactement à un criminel. Jiro a ensuite exigé que Rona lui rende son arme, mais elle n'a jamais dit qu'elle le ferait. Puisqu'il avait perdu le pari, elle croyait qu'il devait accepter les conséquences. Elle a également conseillé que quelqu'un d'aussi imprudent que lui devrait arrêter d'être chasseur. À ce moment-là, quelqu'un est entré en courant pour annoncer que la pluie devenait plus forte et que le village pourrait bientôt être inondé. Le chef du village avait un plan pour éviter le désastre, mais il avait besoin de l'aide de Jiro. Il y avait un abri sûr devant et le chef voulait que Jiro l'aide à y transporter des provisions. Mia a accepté immédiatement, mais Jiro s'est demandé pourquoi il n'essayait pas de bloquer l'inondation avec des sacs de sable d'abord, étant donné qu'il restait encore une journée avant que les eaux ne submergent complètement le village. Le chef, cependant, considérait cela trop risqué. Il a donné la priorité à la sécurité des villageois. Ne voyant pas d'autre option, Jiro a accepté d'aider. Utilisant son navire, Jiro a transporté les affaires des villageois vers l'abri, tandis que Marin et Diegal sont restés derrière pour s'assurer que personne ne soit laissé. Cependant, ils ont bientôt repéré une énorme vague approchant. Cette vague, cependant, était surnaturelle. Elle avait été créée par un monstre géant ressemblant à un poisson. La créature frappa Diegal, brisant son épée et l'envoyant voler avant de replonger dans les eaux boueuses. Diegal a été amené chez Rona pour les premiers soins, tandis que Jiro interrogeait Marin sur l'apparence du monstre. Marin a expliqué qu'il ressemblait à un poisson et se cachait dans la boue. Comme ce n'était pas un type aux yeux rouges, Jiro a décidé de penser à une autre stratégie pour le gérer. Rona a ensuite lancé l'arme de Jiro vers lui, précisant que c'était seulement un prêt, pas un retour. Diegal a demandé à Marin d'accompagner Jiro, car Marin avait déjà vu la créature et avait la capacité de voir dans le noir. Il pourrait aider Jiro d'une manière ou d'une autre. Jiro a permis à contre-cœur à Marin de l'accompagner à condition qu'il suive les ordres. Mia s'est jointe également, ce qui a donné envie à Kyumi de venir aussi. Cependant, Rona avait besoin que Kyumi reste pour l'aider. Alors Jiro l'a rassuré en disant que puisque ce n'était pas un monstre aux yeux rouges, il pouvait s'en occuper tout seul. Tous les trois montèrent alors sur le navire, suivant les eaux de la crue pour localiser la créature. Ils repérèrent un tourbillon, suspectant le monstre en dessous. Jiro a attaché une chaîne à son arme et l'a lancée dans le vortex. Alors que toute la chaîne se déroulait, le navire a été soudainement tiré, ce qui signifiait que le poisson avait mordu à l'hameçon. Pendant ce temps, Diegal a entamé une conversation avec Kyumi sur son parcours. Elle a révélé qu'elle était orpheline jusqu'à ce qu'elle rencontre Jiro. Diegal a remarqué qu'elle était similaire à Marin, cependant, contrairement à Kyumi, Marin était trop gentil pour être un véritable chasseur. Diegal pensait que Marin devait faire plus l'expérience du monde avant de devenir un guerrier, et que Jiro était un meilleur professeur pour lui que Diegal lui-même. De retour au tourbillon, Jiro traînait le monstre poisson avec l'intention de ne pas le tuer, mais de le relâcher dans la rivière. Étant une créature aquatique qui n'attaquait pas naturellement les humains, il croyait qu'elle avait seulement été agitée par l'inondation. Cependant, à ce moment-là, le monstre s'est soudainement réveillé dans son état aux yeux rouges et a cassé la chaîne, arrêtant le navire. Jiro s'est soudain retrouvé à lutter contre la créature désormais beaucoup plus forte. Pendant ce temps, dans le village, Rona a demandé à Kyumi si elle connaissait les guerriers des dieux et ceux qui portaient le pouvoir des dieux. Kyumi a répondu qu'elle en avait entendu parler par Jiro. Rona a ensuite expliqué plus en détail que les guerriers des dieux existaient pour protéger ceux qui possédaient un pouvoir divin. Cependant, tout au long de son voyage à traiter des patients sur le champ de bataille, elle n'avait vu que des guerriers essayant d'exploiter ceux qui possédaient un pouvoir divin. Kyumi n'était pas d'accord avec l'avis de Rona sur Jiro, estimant qu'il n'était pas le genre de personne que Rona décrivait. Bien que Rona ait réalisé que Kyumi venait de révéler quelque chose par inadvertance,
elle avait déjà soupçonné la vérité. Jiro était un guerrier des dieux. Diegal l'avait probablement compris aussi. Rona avait l'intention de donner quelques conseils à Kyumi, mais soudain Diegal s'écria de douleur, prétendant avoir été empoisonné par le monstre poisson. Il a demandé d'urgence à Kyumi de trouver Mia et d'obtenir un antidote. Le croyant, Kyumi est immédiatement parti en courant. En réalité, Diegal avait simulé la situation pour apaiser les inquiétudes de Kyumi au sujet de Jiro. En même temps, il assurait à Rona que Jiro était une personne digne de confiance, donc elle ne devrait pas être trop méfiante envers lui. En attendant, Jiro était complètement impuissant contre le monstre. Son corps s'était visiblement durci, rendant impossible de le percer sans le pouvoir de Kyumi. Le poisson a ensuite étendu des appendices semblables à des tentacules pour absorber l'eau, ce qui a fait grossir son corps. Il a commencé à tirer des balles d'eau à haute pression sur Jiro, le forçant à se défendre plutôt qu'à attaquer. Kyumi est arrivé rapidement, cherchant un médicament pour Diegal, mais Mia n'avait pas d'antidote. Étant donné que Kyumi était déjà là, Jiro l'a appelé pour l'aider dans le combat. Il avait observé qu'il pouvait utiliser la formation rocheuse sur la tête du poisson à son avantage. En se précipitant, il a frappé la roche, la faisant se détacher et tomber, emprisonnant le poisson en dessous. Avec le monstre immobilisé, Jiro l'a rapidement achevé d'un seul coup à l'œil, comme il le faisait toujours. Le lendemain, tout le village s'est rassemblé pour exprimer sa gratitude envers le groupe de Jiro. Rona a ensuite décidé de voyager avec Jiro, le prenant comme garde du corps pour rembourser sa dette. Juste avant le départ, Jiro était perplexe par la présence de Marin. Marin a révélé que Deagle l'avait confié à Jiro pour s'entraîner, ce qui signifiait qu'il ferait désormais partie du groupe également. Jiro reprit alors sa pointe de lance de Rona et elle réalisa qu'il n'avait jamais eu l'intention de la lui donner. En conséquence, elle décida de le considérer comme une dette et de le faire travailler pour la rembourser avec le temps. Pendant ce temps, la scène se déplaçait vers les deux capitaines d'escouade. Tous deux avaient été réaffectés en tant que personnel de sécurité dans un centre de recherche. Lors d'une conversation informelle, le capitaine Mince s'est plaint que le travail avait été si chargé dernièrement qu'il n'avait pas pu rendre visite à sa femme nouvellement mariée. Le capitaine Costaud, en revanche, a dit que son salaire n'avait pas changé, donc sa femme n'avait aucune plainte. Le capitaine Mince, mécontent de ses propres revenus, envisageait de changer de carrière. Le capitaine Costaud lui a alors parlé de rejoindre la garde personnelle de Masami. Cependant, le poste n'était attrayant que la première année. Ensuite, les membres ont été contraints de prendre des médicaments jusqu'à ce qu'ils perdent la raison, et dans les 6 mois suivants, ils ont été transformés en machines une fois qu'ils n'avaient plus d'utilité. Machine était juste un euphémisme pour des personnes qui avaient perdu toutes leurs émotions et souvenirs. Le capitaine Mince commença à se demander exactement ce que l'Empire recherchait dans cette installation. Mais le capitaine Costaud admit que leur grade n'était pas assez élevé pour accéder à de telles informations. Retour au groupe de Jiro, Rona avait maintenant compris pourquoi l'Empire les poursuivait. Elle avait également remarqué que Jiro n'avait pas encore complètement maîtrisé le contrôle du pouvoir de Kumi, ce qui l'amenait à croire qu'il était incompétent. Bien que Jiro était dans le cockpit, il a quand même entendu sa remarque et l'a subtilement appelé à ce sujet. Rona a alors remarqué la bague de Kumi et l'a reconnue comme une création des habitants de la forêt, une race à la longue durée de vie qui résidait dans la forêt de cristal. La plupart de leurs bijoux étaient hérités des générations précédentes. Mia a suggéré qu'ils rendent visite aux habitants de la forêt pour en savoir plus sur l'objectif de l'anneau. Cependant, atteindre leur village à partir d'ici prendrait presque 15 jours. Le groupe s'est tourné vers Jiro, leur chef de facto, pour voir s'il était prêt à y aller. Comme il n'avait pas de projet particulier, il a décidé de continuer ses responsabilités de gardien et de voyager avec eux. À sa grande surprise, Jiro a arrêté le navire quand il a remarqué quelqu'un bloquant leur chemin. En sortant, Marin a été choqué de reconnaître l'homme. C'était Zen, un guerrier qui visitait souvent le village et l'avait formé. Le groupe s'est présenté à Zen, qui a demandé leur destination. Après avoir appris que leur itinéraire passerait par le territoire de la tribu de la montagne, il les a avertis que la tribu n'était pas particulièrement accueillante envers les étrangers. Cependant, comme Zen avait des relations avec eux, il a proposé d'écrire une lettre de présentation, ce qui permettrait au groupe de passer en toute sécurité. Zen a écouté le récit de Marin et a appris les événements qui s'étaient déroulés dans le village, comprenant pourquoi Marin avait choisi de suivre le groupe de Jiro. Cependant, Jiro et les autres ont seulement réalisé maintenant qu'une partie de la raison pour laquelle Marin les a rejoints
était de rembourser Jiro pour avoir sauvé le village. Ayant fini d'écrire la lettre, Zen l'a remise au groupe et a rappelé à Marine d'apprendre bien de Jiro. De retour sur le bateau, Jiro a informé Mia et le groupe qu'ils seraient en difficulté si les tribus de la montagne voyaient son visage. Alors, une fois arrivés, il prévoyait de rester à bord du vaisseau. Cela était dû à un conflit non résolu entre lui et la tribu. Mais il a dit aux autres de ne pas s'en inquiéter. En arrivant au village de la tribu de la montagne, Rona et Mia sont sortis pour saluer les habitants. Là, ils ont rencontré une autre personne qui ressemblait à Mia, mais portait un chapeau en forme de lion. Après une brève conversation, Mia a présenté la lettre de Zen au chef de la tribu. En la lisant et en voyant le nom de Jiro, toute la tribu a commencé à appeler bruyamment Jiro pour qu'il sorte. Jiro n'avait aucune idée de pourquoi Zen s'était donné tant de mal pour causer des ennuis inutiles. Se rendant compte qu'il avait déjà été découvert, il s'avança à contre-cœur et salua le chef de la tribu, Babin. Grâce à Zen qui parlait en son nom, Babin décida de pardonner à Jiro. Pendant ce temps, Tsurugi a demandé l'aide d'un noble pour convaincre le conseil de diviser les forces militaires et de les envoyer éliminer les monstres à travers l'Empire. Cependant, comme le reste du conseil, le noble a rejeté l'idée, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer des troupes pour aider les tribus demi-humaines. Il l'a ensuite subtilement provoqué avec des mots bien choisis, la forçant à partir les mains vides. En sortant, Tsurugi réalisa que le noble devait avoir fait des préparatifs au préalable. Il n'était pas du genre à la provoquer, à moins qu'il n'ait déjà planifié une contre-mesure. Maintenant, son seul espoir reposait sur Zen. De retour chez la tribu de la montagne, Jiro a été forcé de participer à un match de lutte. Son premier adversaire était un guerrier costaud qui a rapidement poussé Jiro au bord du ring. Cependant, Jiro a réussi à tenir son terrain et a ensuite jeté son adversaire hors du ring. Le match ne s'est pas terminé là. Un autre challenger est intervenu immédiatement. Pendant que Jiro se battait, Kumi a observé sa force de près. En attendant, elle est devenue curieuse du nom de Babin. Rona a expliqué que la tribu de la montagne avait pour tradition de donner à leurs enfants des noms peu impressionnants, pensant que si un enfant avait un nom trop grandiose, le dieu de la mort s'y intéresserait et le réclamerait tôt. Marin a également exprimé son désir de grandir rapidement afin de pouvoir se débarrasser de son propre surnom enfantin. Jiro a rapidement vaincu son deuxième adversaire, mais d'autres challengers se sont avancés avec impatience. Finalement, il s'est retrouvé entouré, mais Babin est intervenu et a ordonné à tout le monde de reculer, déclarant qu'il serait lui-même l'adversaire de Jiro. Babin n'a pas perdu de temps et a ouvert le combat avec un coup dévastateur. Jiro esquivait continuellement avant de finalement porter un coup de poing à Babin, mais cela n'a presque pas fait de dégâts. Babin a alors attrapé le bras de Jiro, l'a soulevé dans les airs et l'a violemment plaqué au sol. Jiro est resté immobile après l'impact, faisant de Babin le vainqueur. Reconnaissant la force de Jiro, Babin a demandé à tout le monde de l'applaudir. Ce soir-là, Babin a organisé un festin pour le groupe de Jiro. Pendant le repas, Jiro a demandé à Babin s'il lui en voulait toujours d'avoir tué de nombreux membres de la tribu de la montagne dans le passé. Cependant, Babin a expliqué que son peuple était des guerriers par nature. Ils étaient toujours prêts à tuer ou à être tués. En conséquence, leur tribu ne s'accrochait pas à la haine. La seule chose qui comptait pour eux était la force, et Jiro avait prouvé qu'il était digne de respect. Babin a ensuite mentionné que Jiro était très populaire parmi les femmes de la tribu de montagne. Jiro pensait que les deux filles de son groupe étaient encore des enfants, mais Babin l'a corrigé en déclarant que les femmes de la tribu de montagne étaient naturellement petites. C'est pourquoi leur homme devait faire de grands efforts pour les protéger. Il a même proposé d'organiser un mariage pour Jiro s'il était intéressé, sauf si Jiro avait déjà quelqu'un à qui il était engagé. En regardant le groupe de Jiro, Babin a demandé à chaque membre, y compris Marin, de manière ludique. Aux yeux de Babin, l'amour était l'amour, quel que soit le genre. Il a ensuite conseillé à Jiro que s'il le souhaitait un jour, il pourrait laisser un enfant pour la tribu de la montagne. Babin a promis de bien s'occuper de l'enfant et de l'élever en guerrier. Soudain, une alarme a retenti. Un monstre attaqué. La tribu de la montagne a immédiatement attiré la créature dans l'arène. Le premier adversaire de Jiro et Marin est entré dans l'arène pour affronter le monstre, mais l'épée de Marin s'est cassée après un seul coup, alors il a abandonné
Cependant, l'oncle de la montagne pouvait toujours affronter le monstre grâce à sa grande force physique. Mais le monstre est soudainement apparu avec des yeux rouges et a expulsé l'oncle de la reine. Jiro et Babin se sont donc rapidement fusionnés pour rejoindre le combat. Babin a chargé et attaqué, mais a été poussé hors de l'arène par le monstre. Laissant Jiro prendre le relais du combat, Marin a dit à Babin de briser le sol de l'arène et Babin a frappé un coup qui a fissuré le sol, faisant perdre l'équilibre au monstre et le renverser. Jiro a rapidement sauté et l'a poignardé dans l'œil, tandis que Babin attaquait sa queue pour l'empêcher de riposter. Le monstre a été vaincu. Le lendemain matin, l'oncle a été honoré pour sa contribution dans la lutte contre le monstre et a reçu un titre plus fort en hommage. Pendant ce temps, 2 individus suspects se trouvaient dans la montagne, préparant à libérer 5 autres monstres dans le village, mais Zen est apparu de manière inattendue et les a tous neutralisés. L'homme aux cheveux blancs a rapidement bloqué le coup de Zen, et la femme derrière lui a utilisé de l'énergie noire pour repousser Zen. Elle était sur le point de fusionner, mais l'homme aux cheveux blancs a estimé que c'était inutile et s'est jeté dans la bataille, bloquant les mouvements de Zen. Zen lâcha rapidement son emprise et reprit son arme. Il lui demanda s'il avait été envoyé par Masami, mais l'homme resta silencieux. Il a repoussé Zen et a commencé à contre-attaquer. Cependant, Zen n'a révélé aucune faiblesse et a rapidement porté un coup qui a coupé le corps de l'homme en deux. Mais ce que Zen avait frappé n'était qu'une image rémanente et le vrai corps était derrière lui. Zen a libéré une onde d'énergie de son épée, faisant tomber des rochers sur la tête de l'homme. Bien que l'homme aux cheveux blancs ne soit pas mort, Zen s'était déjà enfui. Masami, à ce moment-là, rencontrait le noble. Le noble a demandé comment le plan progressait et Masami l'a informé que quelqu'un avait interféré avec leur plan. Cependant, le noble ne voulait pas encore s'occuper de l'obstruction et a décidé de jouer un peu plus longtemps avec Tsurugi. Il croyait que Tsurugi soupçonnait seulement son plan, alors il voulait fournir plus d'indices pour la persuader qu'il était bien celui qui causait les récentes attaques de monstres. Seulement après cela, il commencerait officiellement son plan. Le noble a également demandé à propos des troubles dans la ville de départ, et Masami pensait que ça ne valait pas la peine de s'en préoccuper, car les sujets de test ne pouvaient pas survivre longtemps à l'extérieur du centre de recherche. Le noble a rappelé à Masami de clarifier la distinction entre la classe dirigeante et ses subordonnés, indiquant clairement un avertissement. Masami, comprenant les implications, a choisi de l'ignorer et est parti pour revenir. Pendant ce temps, Marin avait surpris Jiro en train de s'entraîner la nuit et décida de le rejoindre. Jiro pensait qu'il ne pouvait pas enseigner à Marin car il utilisait une lance et non une épée. Mais quand il vit Marin manier l'épée de manière incorrecte, Jiro décida quand même de lui donner des instructions détaillées. Les deux s'entraînèrent jusqu'au matin, moment où la femme de Babing vint les appeler pour le petit déjeuner. Après un repas satisfaisant, la femme de Babing a demandé au groupe de partager des histoires intéressantes de leur voyage, car ils étaient des invités rares dans le village. Après avoir discuté un moment, les deux côtés ont réalisé que l'apparition récente de monstres plus puissants, ainsi que ceux aux yeux rouges, était un problème notable. Non seulement ce village, mais d'autres villages avaient également rencontré des monstres aux yeux rouges. Cependant, Babin croyait que sa tribu était forte et n'avait pas peur des monstres aux yeux rouges. Mais quand ils sont retournés au navire, Kumi s'est senti coupable, pensant que l'apparition des monstres aux yeux rouges était de sa faute. En effet, Jiro avait également soupçonné cela, car chaque fois que Kumi émettait de l'énergie sombre, les monstres apparaissaient et ils devenaient de manière inattendue aux yeux rouges. Cependant, Jiro a raisonné que Kumi avait perdu le contrôle une seule fois pendant leur séjour au port, donc la réapparition fréquente des monstres aux yeux rouges était probablement due à autre chose. Jiro est ensuite allé rencontrer Babin et lui a dit qu'il voulait enquêter sur les monstres aux yeux rouges. Babin l'a dirigé vers une carrière sur la montagne où la vue était excellente et Jiro pouvait observer d'où venaient les monstres aux yeux rouges. Babin lui a ensuite donné un type de carburant que sa femme avait découvert pour faire fonctionner le dirigeable. Il l'a mis dans le moteur pour un essai et a dit à Mia de démarrer le moteur. En effet, ce carburant fonctionnait très bien et a aidé le dirigeable à monter assez haut, mais sa durée de vie n'était qu'une nuit, donc il devait en tirer le meilleur parti. Le groupe s'est ensuite dirigé vers la zone minière. Marin, qui était sur le dessus du vaisseau, a rapidement repéré le site minier,
mais il était attaqué par un monstre. Jiro a alors chargé Marin de rassembler la tribu de la montagne pour défendre le site minier pendant que lui et Kumi chercheraient un moyen de monter au sommet de la montagne pour observer. Mia a donné une nouvelle épée à Marin et lui a demandé d'en prendre bien soin. Marin s'est alors précipité pour combattre le monstre. Grâce à la nouvelle technique qu'il avait apprise de Jiro, Marin a pu couper une des jambes du monstre. Mais quand ses yeux sont devenus rouges, Marin n'a pas eu d'autre choix que de se réfugier dans la mine avec la tribu de la montagne. À ce moment-là, Babin a conduit un groupe de soldats sur le site et il allait s'occuper du monstre lui-même. Pendant ce temps, Jiro et Kumi ont été élevés près du sommet de la montagne. Jiro a ressenti la présence de quelqu'un avec un pouvoir divin là-haut et a soupçonné que ces individus étaient liés à l'apparition des monstres aux yeux rouges. Il s'est ensuite approché de 2 personnes sur le sommet de la montagne et a été surpris de découvrir que l'homme aux cheveux blancs était son ancien coéquipier Fakad. Cependant, Fassad avait oublié son propre nom ainsi que celui de Jiro. Fakad a permis à Jiro de partir, mais Jiro a refusé et a dégainé son arme. Réalisant que Jiro était un guerrier des dieux, Fakad a immédiatement attaqué. Jiro a été repoussé et a dû fusionner avec Kumi pour se battre. Cependant, même sans fusionner, Fassad était encore aussi fort que Jiro quand il avait fusionné. Tous deux ont été projetés dans des coins opposés, mais maintenant Jiro devait affronter le partenaire de Fakad. Kiyumi réalisa soudain que l'adversaire était aussi quelqu'un comme elle. Jiro comprit qu'ils étaient tous deux des copies et des sujets expérimentaux créés par l'installation de recherche. Cependant, Kiyumi en noir croyait qu'elle était différente de Kiyumi en blanc. Elle se considérait unique et prévoyait d'utiliser des mesures extrêmes en activant la malédiction pour le prouver. Bobbing a dû intervenir rapidement pour l'arrêter et créer une opportunité pour Jiro de battre en retraite. Mia a ensuite piloté le dirigeable pour récupérer Jiro et il a décidé d'emmener Kiyumi avec lui. Le groupe a dû partir, laissant Bébine et la tribu de la montagne s'occuper du reste. Ensuite, nous avons vu les 3 vieilles femmes accomplissant une sorte de rituel, toutes cherchant désespérément la bague de fiançailles, celle que Kiyumi possédait. Pendant ce temps, Bébin et la tribu de la montagne avaient été vaincus par Fakad, même si Fakad n'avait pas encore fusionné. Jiro, quant à lui, continuait de se demander pourquoi Fakad était devenu la personne qu'il était devenu. Kiyumi ne pouvait toujours pas arrêter d'être choqué après avoir vu sa propre copie et se remémorant les choses horribles que l'installation de recherche lui avait faites. Marin a ensuite demandé à Rona la raison de l'apparition de quelqu'un de très similaire à Kiyumi. Rona ne savait pas, mais elle était certaine que Jiro avait un problème. Le dirigeable a été soudainement frappé par la foudre et est tombé directement dans la forêt. Pendant ce temps, Zen a rapporté à Tsurugi sa rencontre avec Fakad. Elle savait qu'elle n'avait traité qu'avec le noble, mais pas encore avec Misami. Alors, elle a demandé à son associé d'organiser une rencontre avec le roi. En attendant, Jiro a essayé de réparer le dirigeable, mais il a réalisé que cela pourrait prendre jusqu'au matin pour trouver une solution parce que le vent était trop fort. Soudain, Jiro a remarqué un pétale de fleurs voler vers son visage. Alors il s'est rapidement enfui pour chercher quelque chose. Il a remarqué un type de fleur violette ici et a averti le groupe de faire attention car un monstre pourrait apparaître. Le lendemain matin, Mia et Marin ont réussi à réparer le dirigeable et l'ont remis en marche. Le groupe a continué leur voyage. Après un moment, Mia a annoncé qu'ils étaient arrivés sur le territoire des gens Cornus. Le groupe a remarqué que Jiro ne semblait pas très heureux. Alors ils lui ont demandé s'il avait causé des problèmes avec les Cornus et si c'était le cas, il serait toujours bien de l'admettre maintenant. Mais il a insisté qu'il n'y avait rien. Cependant, ses actions semblaient suggérer le contraire. Rona a deviné que la réaction de Jiro était probablement liée à une femme, mais il a rejeté cette suggestion et a dit à Mia d'accélérer. Quand ils sont arrivés, Mia a parlé avec une autre Mia portant un chapeau de poulet et a demandé la permission de rester là pour un moment. Le chef de la tribu est alors venu rencontrer le groupe et a demandé à Jiro s'il avait brisé la malédiction. À la surprise générale, Jiro s'est incliné et l'a appelé père. Le groupe a ensuite suivi le chef de la tribu pour effectuer une cérémonie. Après avoir terminé la cérémonie, Jiro est parti et le groupe a demandé au chef à propos de Jiro. Il a expliqué que Jiro était son gendre et que sa fille, qui était aussi la femme de Jiro, était décédée il y a 5 ans. La raison pour laquelle Jiro était venu si tard était probablement à cause de la malédiction. Mia avait entendu parler de la malédiction et expliqué que c'était une malédiction pour les guerriers comme Jiro. S'il souhaitait devenir un réceptacle pour un nouvel être doté d'un pouvoir divin,
il devrait oublier tous les souvenirs de l'hôte précédent. Le fait que Jiro n'avait pas oublié sa défunte femme indiquait qu'il n'avait pas pleinement accepté de devenir un réceptacle pour Kyumi. Le chef de la tribu a ensuite demandé à Kyumi de trouver Jiro à la tombe de sa fille en espérant que cela pourrait l'aider à résoudre ses troubles intérieurs. En effet, Jiro était sur la tombe de sa femme, se remémorant des événements d'il y a 8 ans quand il venait de commencer sa carrière de chasseur. Une fois, il avait été aidé de manière inattendue par Tuka, qui allait devenir sa femme, avec un lancer de couteau bien synchronisé qui lui a permis de finir un monstre. Voici comment ils se sont rencontrés pour la première fois, et Tuka voyait aider Jiro comme un moyen de le remercier pour l'avoir aidé à dessiner une belle image. Tuka utilisait son art pour mettre en évidence les faiblesses de Jiro, alors il a décidé de l'inviter à se joindre à lui pour dessiner chaque fois qu'il se battait afin qu'il puisse découvrir ses propres faiblesses et s'améliorer. Kyumi est finalement arrivé et a demandé à saluer Tuka. Pendant ce temps, Tsurugi était allé rencontrer le roi pour rendre compte de l'intrigue du noble et de Misami. Ce plan était destiné à retourner les tribus sous-humaines contre l'Empire. Le roi ordonna au conseil de partir et activa ensuite un cercle magique là où Tsurugi venait de le rencontrer. Il lui dit d'ignorer le noble et d'aller chercher l'anneau. Tsurugi réalisa que le roi lui demandait de traquer le groupe de Jiro, mais le cercle magique la força à obéir sans résistance. Jiro a ensuite partagé avec Kyumi son expérience avec Tuka. Il avait rencontré le chef de la tribu au début et demandé la permission d'emmener Tuka en voyage. Ils ont voyagé dans de nombreux endroits, dessinant tout et rencontrant divers monstres. Avec le temps, Jiro a été reconnu par l'Empire et a reçu un fruit qui lui a donné la force d'un guerrier. Cependant, il ne s'est pas rendu compte qu'en acceptant ce fruit, il était devenu lié à l'Empire et était obligé de participer à des missions qui ne l'intéressaient pas. Un jour, Jiro a été assigné à une mission avec Tsurugi et Fakad. À ce moment-là, Tsurugi voulait être promue. Une fois qu'elle aurait le pouvoir, elle prévoyait de mettre fin à la guerre sans signification et de profiter d'une vie à la campagne. Cependant, ironiquement, même si Tsurugi avait atteint son objectif, elle n'a pas pu tenir sa promesse au groupe. Le siège lui a ordonné de revenir et seule Fasad, Jiro et sa femme, ainsi que les autres, devaient faire face à une cauchemar. Les monstres qui les attaquaient étaient des géants capables de parler. Ils ont rapidement assommé tout le monde et Tuka a dû se sacrifier pour protéger Jiro et les autres. Elle a réussi à abattre les petits monstres, mais le chef géant est apparu ensuite. D'une manière ou d'une autre, Jiro a survécu et maintenant il était déterminé à utiliser la vie que Tuka avait sauvée pour aider Kumi. Kumi avait résolu son conflit intérieur et réalisé ce qu'elle voulait vraiment, sauver d'autres comme elle, les copies. À ce moment-là, le chien de Jiro a soudainement flairé un monstre approchant. Fasad et Black Kumi avaient conduit une horde de monstres au village de la tribu des cornes dans une tentative de capturer Jiro. Pendant ce temps, Masami a reçu une question. Que se passerait-il si Fakad entrait en contact avec Jiro et retrouvait sa mémoire? Si cela arrivait, Masami s'occuperait de Fasad lui-même. Il avait également créé de nombreuses autres copies de Black Kumi et avait ordonné qu'elles soient envoyées dans des zones désignées. Le village s'est ensuite avancé pour faire face à la horde de monstres. Jiro et Kumi, quant à eux, étaient arrivés pour rencontrer Fakad et Black Kumi. Black Kumi pensait qu'elle n'avait pas besoin de l'aide de Kumi, mais Kumi restait déterminé à sauver son homologue à tout prix. L'histoire revient ensuite à un certain temps auparavant, lorsque Masami a commencé à collaborer avec le noble pour mener des expériences. Il a créé de nombreux sujets expérimentaux dans le but commun de créer un vaisseau capable de libérer de l'énergie sombre sans être tué par celle-ci. Les expériences ont également impliqué l'implantation de cellules monstres dans des corps humains, et un tel hybride était Fakad. De nombreuses autres expériences ont été menées, et Kumi, ou sujet 22, est apparu lorsque tout a commencé à changer. Kumi était continuellement injecté de drogue et forcé de répéter une commande pour activer ses pouvoirs. Cependant, elle a survécu à plusieurs reprises. Puis un jour, Masami a compris que la clé pour déclencher la montée d'énergie sombre chez les sujets était de provoquer un sentiment de danger mortel. Il a fait en sorte que Kumi et un de ses clones se tuent mutuellement. Kumi ne résista pas, mais lorsque le clone la poignarda, elle fut obligée de libérer l'énergie sombre pour se protéger. Masami obtint les informations qu'il voulait, puis fit emmener Kumi au fort de la ville portuaire où elle fut emprisonnée.
Une employée gentille a essayé de la sauver et lui a dit que la mort n'était pas le salut que Masami lui avait fait croire. Malheureusement, l'employée a bientôt été découverte par Masami et exécutée. Kumi a été renvoyée en prison. Mais après un certain temps, elle a compris le sens des paroles de l'employé. Elle devait essayer de s'échapper. Donc, tout comme au début de l'histoire, elle a réussi à se libérer et voulait maintenant partager ce qu'elle avait réalisé avec ses clones. Cependant, Black Kumi semblait assez têtu, alors Jiro a fusionné avec Kumi pour la combattre. Il s'est rapidement engagé dans un combat avec Façade et Kumi a remarqué que Fakkad sentait vraiment le monstre. Pendant ce temps, le noble est allé rencontrer le roi. Il a expliqué qu'il prévoyait de créer des guerriers qui n'auraient pas besoin de compagnons. Ces guerriers pourraient remplacer l'armée pour envahir les territoires d'autres tribus non civilisées, les forçant à se soumettre au roi. Cependant, le roi était préoccupé par le fait que l'expérience du noble pourrait échouer et unir les tribus non civilisées contre l'Empire. Le noble rassura le roi de ne pas trop s'inquiéter. Le chef de la tribu a alors rencontré Zen par hasard et lui a dit que Jiro avait commencé à montrer des changements positifs. Jiro était ensuite en consultation avec Kumi. Kumi voulait attirer Kumi Noir vers la falaise pour essayer de la convaincre, tandis que Jiro retenait Fakkad aussi longtemps que possible. Ils se sont séparés et Kumi est rapidement monté sur le chien pour partir, tandis que Jiro continuait à combattre Fakkad. Zen a réalisé que puisque Jiro et Kumi s'étaient séparés, ils devaient diviser le groupe pour les aider tous les deux. Jiro luttait contre Façade lorsqu'il a réussi à frapper l'image rémanente que Fakkad avait laissée derrière lui. Cependant, Jiro avait déjà anticipé le schéma d'attaque de Façade et a rapidement pointé sa lance derrière lui. Zen a alors semblé maîtriser complètement Façade, tandis que Kumi s'est approché de Black Kumi et lui a montré des souvenirs, espérant l'éclairer. Après avoir vu les souvenirs, Black Kumi a eu un éveil, tout comme Kumi l'espérait. Cependant, alors que Kumi courait pour informer les autres des progrès de Black Kumi, elle a soudainement déclenché un mécanisme de Masami et a commencé à montrer des signes d'une explosion imminente. Kumi a essayé d'arrêter l'explosion, mais Black Kumi ne pouvait plus l'arrêter elle-même. Façade a saisi cette opportunité pour s'échapper. Kumi a alors utilisé son pouvoir pour réprimer l'explosion, mais l'impact de l'explosion sur Black Kumi était irréversible et elle est décédée. Kumi avait le cœur brisé parce qu'elle n'avait toujours pas pu sauver personne. Dans les jours qui ont suivi, Jiro est resté aux côtés de Kumi pour s'occuper d'elle. Kumi reprit vite connaissance et rencontra Rona, qui l'informa qu'elle avait échangé ses horaires pour que Jiro puisse se reposer. Rona la rassura que tout le monde était en sécurité, alors Kumi n'avait pas à s'inquiéter trop. Après avoir donné son médicament à Kumi, Rona la laissa se reposer. À ce moment-là, Rona commença à se souvenir d'il y a 3 ans. Quand elle travaillait comme médecin de terrain, Rona avait vu de nombreuses personnes se blesser et mourir. Cependant, parmi eux, il y avait une paire de guerriers et compagnons. Le guerrier a demandé à Rona de l'examiner et de le soigner, ignorant le fait que son compagnon était également blessé, car il croyait que son compagnon pouvait être remplacé autant de fois que nécessaire, donc cela n'avait pas beaucoup d'importance. La jeune compagne, semble-t-il, a simplement accepté son sort sans résistance. Après que la bataille se soit temporairement calmée, Rona a découvert le corps du compagnon sur le champ de bataille, tandis que le guerrier avait disparu. À partir de ce moment, elle a commencé à mépriser les guerriers. Cependant, elle a réalisé maintenant qu'elle pouvait faire confiance à Jiro. Kumi s'est réveillé plus tard et a réveillé Jiro aussi. Il a décidé d'apporter quelque chose à Kumi, mais il ne pouvait lui apporter que du riz nature, car Rona ne lui avait pas encore donné de vraie nourriture. Marin a demandé des informations sur l'installation de recherche dont Kumi s'était échappé. Bien que ce soit un sujet délicat, Jiro sentait que c'était le moment pour Kumi de tout révéler. Kumi a alors partagé avec le groupe qu'elle avait été confinée dans une zone scellée et qu'elle aurait été tuée si elle avait tenté de s'échapper. Mais si elle était restée, elle aurait dû se battre pour sa vie chaque jour contre un clone d'elle-même. Quant à la raison pour laquelle ils ont fait cela, Jiro avait entendu dire que l'Empire essayait de créer des compagnons artificiels et de trouver un moyen pour qu'ils perdent le contrôle sous leurs ordres. Pour ce faire, ils ont lavé le cerveau des sujets pour leur faire croire que la mort était une rédemption. Grâce à cela, ils ont pu créer des bombes en forme humaine qui n'avaient pas peur de la mort et pouvaient anéantir une ville entière sans utiliser de force militaire.
Kyumi voulait vraiment sauver les clones comme elle dans le centre de recherche, bien qu'elle ait été brisée de ne pas avoir pu sauver une seule personne. Jiro ne blâmait pas Kumi pour s'être échappé. Au lieu de cela, il a décidé qu'à partir de maintenant, il ne fuirait plus non plus et aiderait Kumi à sauver ses amis. Cependant, à ce moment-là, le chef de la tribu est arrivé. Il ne pouvait pas laisser partir Kumi et le groupe, car il croyait qu'elle était très dangereuse. À ce moment-là, les groupes Mia portant des chapeaux de chat et de chien s'étaient réunis et il a été révélé que la Mia avec le chapeau de chat et la Mia avec le chapeau de chien avaient échangé leur position depuis le début pour réaliser un certain plan impliquant l'anneau et une personne que Mia appelait le maître. Entre-temps, Rona avait prévu qu'il serait capturé après l'explosion causée par le noir Kumi. Elle a ensuite aidé le groupe à s'échapper, mais le chef de la tribu a bloqué leur chemin, refusant de les laisser partir. Il ne pouvait pas permettre à quelqu'un d'aussi dangereux que Kumi de se déplacer librement. À ce moment-là, Zen est apparu, disant qu'il s'occuperait des deux côtés, puis irait à Masami pour enfouir cette recherche inhumaine dans l'obscurité. La raison de traiter avec la tribu Horn et le groupe de Jiro était de s'assurer qu'il ne restait aucun témoin. Kumi a commencé à paniquer et à émettre de l'énergie sombre, mais Rona est intervenue pour arrêter Zen. Elle a insisté sur le fait qu'il n'autoriserait pas une guerre entre les tribus et l'Empire à éclater. Mais si Zen les tuait ici, Mia révélerait tout au monde, garantissant que le groupe ne serait pas blessé. Le chef de la tribu a également réalisé que Mia n'était pas présente sur les lieux lorsque tout s'est produit. Zen accepta à contre-cœur de laisser partir le groupe sans dommage. Le chef de la tribu, Zen et le groupe de Jiro se sont ensuite rassemblés pour discuter de leur plan. Bien que le chef de la tribu ait maintenant accepté de les laisser partir, le reste du village pourrait ne pas l'accepter. Mais si Jiro parlait, peut-être que le village serait d'accord car il avait un lien avec la tribu. Le chef de la tribu parlait pour empêcher les autres tribus d'intervenir. Une fois tout réglé, le groupe a décidé de partir le lendemain. Zen rit en voyant que Rona avait apparemment déjà tout planifié à l'avance. Le lendemain matin, Mia a dirigé le navire pour récupérer le groupe de Jiro. Le chef de la tribu les a orientés vers l'ouest, ce qui les mènerait au territoire de l'Empire. Pendant ce temps, Tsuriji était arrivé à l'habitation de la tribu de la forêt pour une certaine raison. Kumi, elle, a réalisé qu'elle était sur le point de retourner à l'endroit d'où elle s'était échappée. Le groupe a ensuite avancé et a révélé qu'ils avaient préparé un cadeau pour elle. Le groupe avait trouvé un nouveau surnom pour elle. Elle ne serait plus appelée Sujet 22, désormais elle serait connue sous le nom de Kumi en fleurs. Elle hésita un instant, puis se précipita pour étreindre Jiro, car elle aimait vraiment son nouveau surnom. À ce moment, le noble commença à envisager que Masami le trahirait bientôt, mais il avait aussi un plan de remplacement prêt, alors maintenant il attendait juste de voir qui agirait le premier, lui ou Masami. Pendant ce temps, le groupe de Jiro avait trouvé le centre de recherche, mais ils étaient sûrs de ne pas avoir assez de temps pour convaincre tous les clones, alors pour le moment, ils ont décidé de les emmener tous dehors et de les droguer. Les persuadés pouvaient attendre. Jiro est alors entré avec confiance par la porte principale, faisant sonner rapidement les alarmes. Masami était intrigué car Kumi était revenu. Masami prévoyait d'envoyer un clone au combat, lui donnant un médicament pour stimuler la colère, mais Fakad est intervenu, voulant affronter Jiro lui-même. Masami a accepté à contre-cœur, tant que Fakad s'occupait de lui rapidement. Masami avait remarqué que Fakad montrait des signes qu'il devait être éliminé. Les soldats ont été rapidement éliminés par Jiro d'un seul coup et les deux capitaines d'équipe se sont rendus volontairement car ils n'étaient pas payés plus pour risquer leur vie. En entrant, Jiro a de nouveau rencontré Fakad. Jiro a essayé de rappeler à Fakad ses souvenirs passés, mais il semblait ne rien entendre. Fakad a ensuite créé des images rémanentes pour tromper Jiro, mais Kumi a pu indiquer l'emplacement exact de Fakad. Jiro a ensuite brisé un morceau de roche sur la poitrine de Fakad, ce qui a amené Fakad à retrouver momentanément certains de ses anciens souvenirs. Il s'est enfui et le groupe de Jiro s'est regroupé. Plus tard, Fakad a rencontré Masami et a exigé de récupérer ses souvenirs. Cependant, Masami a décidé qu'il était temps de se débarrasser de Fakad. Il a soudainement révélé un œil rouge et a étranglé Fakad à mort. Pendant ce temps, le groupe de Jiro est entré dans la zone de détention des clones, mais les clones avaient déjà été emportés, ne laissant qu'un seul clone les attendant. Jiro s'est rapidement précipité pour vaincre le clone et a demandé à Rona de le contrôler et de le sortir une fois tout terminé.
terminé. Alors qu'ils pénétraient plus profondément dans l'installation, ils ont atteint une salle remplie de clones. Jiro ne pouvait pas tous les gérer, mais ensuite la salle a téléchargé une commande qui a fait s'évanouir tous les clones. Jiro a assigné la tâche aux 3 autres, et avec Kiyomi est allé plus loin. Les deux ont finalement atteint une salle cachée où se trouvait Masami et le monstre que Jiro avait rencontré il y a 5 ans. Masami croyait qu'il n'avait plus besoin de Focade ou des clones. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était Kiyomi, car elle avait développé ses pouvoirs au point de pouvoir les contrôler à volonté. Façade, qui n'était pas encore mort, avait restauré la pierre sur sa poitrine pour continuer à se battre. Masami, se voyant maintenant comme un être seulement inférieur aux dieux, considérait les humains et les demi-humains comme de simples insectes inférieurs. Ses yeux sont devenus rouges et peu après, un 3e œil est apparu et son corps s'est transformé en un monstre similaire à celui gigantesque derrière lui. Le groupe de Rona avait terminé de s'occuper des clones de Kiyomi et avait décidé de laisser les autres à Jiro. À ce moment-là, Jiro se faisait rouer de coups par Masami, incapable de se relever. Masami a ensuite tiré Kiyomi du corps de Jiro et a exigé qu'elle le suive si elle voulait que Jiro survive. Il s'est moqué du surnom que le groupe avait donné à Kiyomi, ce qui l'a rendue furieuse. Elle a réussi à contrôler de manière inattendue le monstre géant derrière elle, qui a tendu la main et a attrapé Masami, l'avalant tout entier. Kiyomi s'est ensuite évanouie et Jiro a dû la porter hors de l'installation de recherche en train de s'effondrer. En sortant, le groupe a été confronté de manière inattendue à Tsurugi, qui avait amené le chef de la tribu des gens de la forêt avec elle. Jiro a expliqué que Masami était mort. Et maintenant, il pouvait dû faire tout ce qu'il voulait. Après avoir examiné la situation, le chef de la tribu de la forêt leur a dit qu'il y avait 2 options pour gérer les choses. La première option était d'éliminer Kiyomi pour enterrer toute l'expérience dans l'oubli, et l'autre était de sceller tous les pouvoirs de Kiyomi et de lui donner une nouvelle identité pour qu'elle puisse mener une vie normale. Cependant, le moment du jugement approchait. Les habitants de la forêt croyaient que lorsque le monde atteindrait un certain point, les dieux descendraient pour tout décider, et l'apparition des monstres aux yeux rouges prouvait qu'ils étaient l'avant-garde des dieux. Soudain, Kiyomi a rencontré un problème et s'est effondré par terre. Après avoir vérifié, Tsurugi a appelé Jiro pour parler. Elle a dit à Jiro que la durée de vie de Kiyomi était très courte parce que Masami l'avait forcé à porter trop de pouvoir dans son corps. Elle avait pensé que sceller les pouvoirs de Kiyomi aiderait à prolonger sa vie, mais il semblait que la durée de vie de Kiyomi avait déjà raccourci au point où rien ne pouvait la sauver. Au mieux, Kiyomi ne pourrait vivre qu'1 an de plus. Entendant cela, Jiro se sentait le cœur brisé et ne savait plus comment faire face à Kiyomi. Le lendemain matin, Kiyomi a pris l'initiative d'approcher Jiro. Elle a remarqué que Jiro semblait lui cacher quelque chose, car il agissait de manière étrange. Elle faisait semblant d'avoir tout entendu, espérant que Jiro avouerait. Il devait lui dire qu'elle n'avait plus longtemps à vivre. Cependant, Kiyomi n'était pas triste parce qu'elle aurait dû mourir dans le centre de recherche. Mais grâce à sa rencontre avec Jiro, elle avait pu vivre une vie heureuse et se faire de nombreux nouveaux amis. Plus tard, le groupe a essayé de se diriger vers le village des gens de la forêt. Lorsqu'ils sont arrivés, Jiro a remarqué que chaque tribu avait son propre Mia. Le groupe s'est rapidement réuni avec le chef de la tribu forestière qui a mentionné que cela faisait 200 ans que personne de l'extérieur n'était venu. La région était paisible et n'avait jamais été attaquée par des monstres. Le chef de la tribu avait préparé une chambre pour le groupe et c'est alors que Jiro a remarqué que la bague de Kiyomi avait disparu. Elle a expliqué que Tsurugi l'avait prise. Tsurugi a ensuite apporté la bague pour la montrer au chef de la tribu, qui a confirmé que l'heure du jugement approchait. Le groupe s'est vite rendu compte qu'un festival avait lieu et Kiyomi voulait y participer. Rona a vérifié et a constaté que Kiyomi était en bonne santé, donc Jiro l'a emmené au festival. Pendant que Kiyomi jouait avec les enfants, Rona a rappelé à Jiro qu'une année de la vie de Kiyomi pourrait équivaloir à 10 années de la sienne, mais grâce à Kiyomi, il avait retrouvé la joie. Après cela, Kiyomi est retourné vers Jiro, mais s'est soudain senti mal, alors il l'a emmené se reposer. Cette nuit-là, Kiyomi s'est réveillé en entendant que Jiro était parti quelque part avec Tsurugi. Marine est partie à la recherche de Jiro, Mia était également impliquée, et Rona a conduit Kiyomi chez le chef de la tribu pour discuter du rituel de scellement. Le chef de la tribu les a ensuite conduits dans un sous-sol. Il a expliqué que les habitants de la forêt vivaient paisiblement grâce à leur longue espérance de vie, ce qui conduisait à de faibles taux de reproduction.
Pour compenser cela, la tribu avait créé une salle pour faire des clones. Cela était initialement destiné à augmenter leur population, mais Masami l'avait volé pour ses propres fins maléfiques. Malgré cela, le chef de la tribu considérait maintenant Kiyomi comme un membre de la tribu parce qu'elle y était née. Kiyomi était heureuse d'avoir trouvé un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle. Pendant ce temps, Tsurugi a donné à Jiro un appareil de communication au cas où quelque chose de grave se produirait. Le lendemain, les habitants de la forêt se sont rassemblés pour accueillir Kiyomi dans la tribu. Comme personne ne s'y est opposé, le rituel de scellement était sur le point d'avoir lieu. Le chef de la tribu a dit à Kiyomi de toucher le bloc de métal qui absorberait le pouvoir dans son corps et elle ne devait pas le lâcher jusqu'à ce que toute son énergie soit drainée. Kiyomi a suivi les instructions et a commencé à émettre une énergie sombre. Au même moment, un grand nombre de monstres aux yeux rouges sont arrivés et ont commencé à attaquer le village des habitants de la forêt. Jiro a rapidement reçu des nouvelles de Tsurugi et s'est précipité dans la bataille. Kiyomi voulait aider Jiro, mais le chef de la tribu et Rona ont insisté pour qu'elle reste et termine le rituel car ils voulaient tous qu'elle vive plus longtemps. Cependant, Kumi ne voulait pas vivre en voyant tout le monde mourir, elle a donc choisi d'aider Jiro. Rona a respecté sa décision et lui a permis d'arrêter le rituel. Kumi est ensuite parti à la recherche de Jiro, remerciant tout le monde pour leur gentillesse et leur volonté de l'aider. Pendant ce temps, Miya s'était réunie avec les autres Miyas et il a été révélé que Miya était en réalité celle envoyée par les dieux pour préparer le moment du jugement. Maintenant que les dieux commençaient à se réveiller, Miya serait responsable de préparer l'étape finale. Zen était aussi arrivé et réalisé qu'il pourrait être trop tard. Jiro s'est ensuite réuni avec Kumi. Les deux ont dû se cacher dans un coin pour se regrouper et Jiro ne comprenait pas pourquoi Kumi avait abandonné le rituel. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas laisser tout le monde en danger, puis les deux ont eu une dispute. Cependant, Jiro a dû accepter les souhaits de Kumi. Les deux ont ensuite rencontré de manière inattendue Fasad, qui avait perdu la mémoire et a pris Jiro pour Masami, cherchant à se venger. Jiro a pris la main de Kumi pour qu'ils puissent fusionner et se battre ensemble. À ce moment-là, toutes les tribus se battaient désespérément contre les monstres aux yeux rouges qui continuaient d'apparaître. Marin a rencontré de manière inattendue la tante de Kumi, qui a demandé si Kumi allait bien. Voyant l'hésitation de Marin, elle a réalisé que quelque chose n'allait pas avec Kumi. Pendant ce temps, Tsurugi a remarqué que la situation s'était stabilisée, mais elle ne pensait pas que le moment du jugement allait se terminer comme ça. Soudain, un énorme monstre est apparu de l'extérieur, engendrant continuellement d'autres monstres aux yeux rouges. Bien que d'autres zones étaient également attaquées, seul cet endroit voyait le monstre géant. Tsurugi a appelé Jiro pour lui demander de s'occuper du géant, mais il était encore occupé avec Fakad. Fakad, une fois de plus, a utilisé son mouvement à grande vitesse pour créer des images rémanentes, mais a été attaqué par un monstre. Dans sa colère, il a chargé l'œil du monstre, mais le monstre n'est pas tombé, alors Jiro a dû le finir. Cependant, pendant le combat, Fakad en a profité pour attaquer et a assommé Jiro. Inconscient. Zen est alors apparu et a décidé de donner à Fasad les souvenirs qu'il cherchait. La tante de Kumi est également venue vérifier sa santé. Ensuite, elle a réveillé Jiro et leur a donné à lui et à Kumi un fruit pour récupérer leur énergie. Quand un monstre est apparu, la tante de Kumi l'a balayé avec un mouvement puissant. Jiro a réalisé que la tante de Kumi était aussi quelqu'un avec un pouvoir divin. Elle a ensuite dit à Jiro et Kumi de s'occuper du monstre géant pendant qu'elle et Zen gérèrent les choses d'ici. Rona, qui travaillait dans le département médical, a été conseillée de se reposer par les médecins car elle semblait épuisée. Mais elle ne voulait pas se reposer pendant que les autres continuaient à se battre. Pendant ce temps, Marin aidait à évacuer les gens et les enfants tout en cherchant Miya. Zen a réussi à casser l'une des épées de Fasad, mais la sienne s'est fissurée dans le processus. Les deux ont échangé des coups puissants et l'épée de Zen s'est cassée en premier. Fasad a rapidement poignardé Zen dans le dos, mais Zen a utilisé l'épée cassée pour poignarder Fakad dans la poitrine, le poussant dans l'abîme. Bien que Zen sache que Fakad ne mourrait pas, il espérait que Fakad créerait au moins de nouveaux souvenirs. Marin a finalement trouvé Tsurugi pour demander des nouvelles de Miya, mais Tsurugi ne savait pas où elle était. Des monstres envahissaient la région, alors Tsurugi a demandé à Marin de ramener la bague à Kumi pendant qu'elle fusionnait avec son partenaire pour s'occuper des monstres. Les tribus commençaient à perdre du terrain face aux monstres. De la ville portuaire au village des hommes bêtes et à la tribu des Cornus,
Jiro avait constamment tué des monstres en chemin, mais leur nombre restait écrasant. Il commençait à s'inquiéter que Kumi ne tienne pas jusqu'à ce qu'il puisse vaincre le monstre géant. Pendant ce temps, Marin a eu la chance d'être récupéré par Mia, qui conduisait un navire. Jiro a réalisé que Kumi était sur le point de manquer de force, alors il savait qu'il devait vaincre le monstre géant en un seul coup. Il a ensuite grimpé sur un serpent géant et a chargé vers l'œil du monstre géant. Bien qu'il ait frappé l'œil, il n'a pas été détruit et le monstre a développé plus d'yeux. Jiro était complètement épuisé et Kumi était sur le point d'activer la malédiction pour tout détruire. Jiro l'a arrêté et à ce moment-là, Marin et Mia sont arrivés. Mia a laissé Marin prendre le contrôle du navire pendant un moment, puis s'est téléporté là où se trouvaient Jiro et Kumi. Mia les a téléportés tous les deux dans un autre espace et s'est transformée, devenant plus grande. Elle a dit à Jiro que, pour vaincre le monstre, il devrait utiliser le vrai pouvoir de la bague de fiançailles. Mia a donné la bague à Kumi et lui a dit de mettre toutes ses émotions dedans pour en libérer tout le pouvoir. Ensuite, Mia a ramené Jiro dans le monde réel. Kumi s'est transformée en une forme de déesse et a tenu un anneau qu'elle a utilisé pour abattre tous les monstres dans une vaste zone. Cependant, le monstre géant restait ferme. Il a commencé à riposter, mais Kumi était désormais capable de se défendre contre ses attaques. Elle a ensuite concentré toute son énergie dans une frappe finale. Cette frappe a serré le monstre géant étroitement, le comprimant à sa limite absolue avant de le faire exploser. Avec le monstre géant détruit, les monstres à travers l'Empire ont soudainement cessé de bouger. Kumi est revenue à son état normal et Jiro a été séparé d'elle de manière inattendue. Marin s'est précipité pour rejoindre tout le monde, encore choqué de voir Mia, qui s'était transformée de manière inattendue en une grande sœur. Mais alors que tout semblait toucher à sa fin, un objet étrange ressemblant à un navire est apparu dans le ciel. Cela marquait le véritable moment de jugement et avec cela, le film s'est terminé. Actuellement, il n'y a pas de suite, donc nous ne pouvons pas savoir ce qui se passera lors de la prochaine bataille. Mais pour l'instant, nous devons dire au revoir à tout le monde.